Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Post-Carrière Viens on en parle. Un podcast qui a pour but de donner la parole aux sportives et aux sportifs afin de partager avec eux les bons mais également les mauvais moments de leur carrière. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma Oudjou, ancienne sportive de haut niveau de 3000 steeples. Aujourd'hui, conférencière et elle intervient sur des questions de lutte et de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Nous sommes également avec Amanda Ngandun Tumba, actuellement lanceuse de disques et de poids au haut niveau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil principal d'un sportif et d'une sportive, à savoir son corps, mais pas que. De l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, comment ont-ils réussi à se construire et se reconstruire? Nous allons voir ça de suite avec nos invités. Bonjour Amanda, bonjour Emma, merci d'être avec nous et de partager ce petit moment. On a hâte de découvrir l'histoire de vos vies, d'entendre vos témoignages et puis d'aborder un maximum de sujets qu'on pourra autour du rapport au corps dans le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, le corps devient notre outil de travail. On passe toute notre carrière, voire toute notre vie, et des fois même depuis le plus jeune âge, à le façonner, à le mouler pour l'amener vers la plus haute performance. Et en fait, à un moment, on peut se demander, et on va se demander aujourd'hui, finalement, à qui ce corps appartient? Est-ce qu'il m'appartient toujours quand j'ai passé toute ma vie à l'amener ailleurs? Et comment je me sens dedans? Et voilà, je voulais vous poser cette question. Comment vous vous sentez dans votre corps? Amanda? Bah Vas-y. écoute, moi personnellement, ça dépend des périodes. C'est vrai qu'on a il y a plusieurs cycles dans l'année, dans une saison sportive. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où mon corps, il est un petit peu plus, on va dire, comme j'aime, c'est-à-dire un peu plus athlétique. Et moi, vu que personnellement, je fais du lancer de disque, donc c'est un sport assez, où on a besoin de beaucoup de puissance, donc on passe beaucoup d'heures à la salle de muscu. Et à la seconde période de l'année, quand les compétitions, elles commencent, c'est là que mon corps, il commence à devenir un petit peu plus musclé, volumineux et cetera. C'est à cette période-là que je sens bien qu'il rentre plus vraiment dans les critères, qu'on a, les critères esthétiques de la société pour le corps d'une femme. Et c'est vrai que parfois, même si, moi je sais que c'est le corps que je suis en train de construire pour mon sport, le regard extérieur, c'est vraiment, ça représente quand même un poids pour moi, parfois, parce que je me reçois des remarques et je commence parfois à me poser des questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis toujours belle? Est-ce que je suis toujours bien? Ou est-ce que c'est trop? Et enfin voilà. Donc, je dirais que ça dépend des périodes. Si c'était seulement mon point de vue, peut-être que j'aurais un point de vue différent. Mais c'est vrai que les critères de la société ont beaucoup d'exigences, on va dire, sur le corps des femmes et d'impact. Ouais, ça dépend, je dirais. Toi, t'en penses quoi? Moi, c'est un peu différent parce que du coup, j'ai arrêté ma carrière il y a maintenant 4 ans à peu près. Mhm. Et je pense que j'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec mon corps maintenant que quand je faisais du sport de haut niveau. Exactement comme tu dis, parce que je trouve qu'on a des injonctions. D'un côté, on a le sport où moi, j'étais plutôt dans une catégorie, enfin dans une discipline où en gros, il fallait être la plus mince possible. Mhm. Donc, c'était pas forcément être musclé ou quoi, mais c'était vraiment être très, très mince. Mhm. Et donc, c'est bien d'être mince, mais il faut pas être trop mince non plus. Il faut quand même... ce qu'on attend de nous, c'est d'avoir des formes, etc. Et quand j'arrivais en compétition, j'étais vraiment très, très mince avec très peu de masse grasse, avec du coup, très peu de forme. Et je me sentais pas forcément hyper à l'aise dans mon corps, mais en même temps, c'était ce poids-là qui me permettait d'arriver à un certain niveau de performance. Et vu que maintenant j'ai arrêté, j'ai beaucoup, beaucoup moins d'attentes par rapport à mon corps. Et donc, je me laisse beaucoup plus tranquille, je le regarde beaucoup moins. Et donc, j'ai un rapport, je dirais, un peu plus apaisé. Après, c'est pas tout le temps non plus hyper... je me trouve pas canon tous les jours, etc. Mais je dirais que c'est plus facile aujourd'hui que quand je faisais du sport de haut niveau. C'est hyper intéressant justement de vous avoir toutes les deux parce que vous faites des sports, vous faites toutes les deux de l'athlétisme, vous faisiez toutes les deux de l'athlétisme, mais dans des disciplines complètement différentes. Et malgré tout, votre corps restait votre outil de travail. Donc en fait, toi, Amanda, tu parlais de cette période où tu devais muscler ton corps
où tu ressentais ce changement et un peu, voilà, où tu n'étais pas forcément très à l'aise, où tu n'es pas forcément très à l'aise. Et toi, Emma, à l'inverse, tu vois, tu vas chercher justement à puiser dans tes réserves, à puiser le moindre pet de graisse, en fait, qui te permettrait, on ne sait pas vraiment, Éventuellement. d'être le plus performante possible. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que dans un seul et même sport, entre guillemets, vous avez deux disciplines qui demandent des exigences complètement différentes, mais malgré tout, votre corps reste votre outil de travail alors que vous le façonnez de deux manières différentes. C'est Tu vois, clair. c'est ça qui est dingue. Ouais, Et est-ce que toi, tu te sentais quand même... tu avais cette part de féminité dont Amanda parlait quand même avec ce poids-là? Ouais, bah j'essayais. Après, je pense qu'on met aussi, il y a comme des stratégies de féminité. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, on était toutes, je me rappelle quand même, assez maquillées. Ok. Il y en avait certaines, je pense beaucoup aux américaines ou aux anglaises, tu vois, qui mettent des nœuds dans les cheveux. Toutes, on avait les ongles faits. Enfin, tu vois, il y a des choses où on essaye comme un peu de rattraper. contrebalancer et de se rendre la plus féminine possible. Mm. Presque on s'excuse du corps performance qu'on a parce qu'on se dit purée, on rentre pas totalement dans les codes, donc je vais essayer de trouver d'autres stratégies pour être plus féminine. Je sais pas si toi c'est pareil Oui, pour qui me toi. rendent, enfin, des choses qui me rendent un peu plus belle, un peu Ouais. plus agréable à l'œil pour les autres, en tout cas. Ouais. Oui, moi, c'est aussi ce que j'ai. Enfin, moi, surtout dans ma discipline, qui a aussi cette connotation plus masculine, moins Ouais. esthétique. D'ailleurs, c'est pour ça que avant de faire du lancer, je voulais pas forcément en faire parce que on avait cette image. Ouais. Ouais. On avait cette image du lancer, pas du tout esthétique. Elles sont toutes en surpoids, entre guillemets. Enfin, elles sont pas. En tout cas, c'est ce qu'on entendait. Elles sont pas agréables à Belles Elles sont Ouais, pas d'un point belles. de c'est ça. vue de la Oui. société. Exactement. Mais en fait, ce qui est traître, c'est qu'en tant que femme, on est confronté à un espèce de double standard. Mhm. C'est-à-dire qu'on doit être performante dans un domaine enfin, où les critères de performance sont basés sur des normes masculines. Donc le corps musclé, une corpulence, et voilà, modelé pour sa discipline. Mais en même temps, il y a les yeux de la société qui nous disent vous n'êtes pas assez, ou vous êtes trop, ou on va questionner notre féminité, alors que d'un autre côté, enfin voilà, du coup, on est dans un paradoxe en permanence, et ça fait une charge en fait en plus mentalement, et c'est complètement c'est très Ouais, c'est dur difficile du à coup gérer, mais c'est sûr. de jauger un peu C'est sûr, où je ouais. me place dans cette situation-là, qui du coup toute l'année en fait, voilà. C'est sûr. Comment je me sens dans ce corps, est-ce que je suis féminine ou pas, est-ce que je suis masculine ou pas, et du coup bah, on rajoute en fait des extras, des petits artifices. Et aussi, pour te rejoindre, je trouve qu'il y a un problème au niveau de la définition du muscle. Ouais. On l'a associé à la masculinité, Ouais. alors qu'un muscle, c'est un muscle. On est tous des humains. Ouais. Si tu fais du sport, Si tu tu prends un travailles, muscle. bah, En fait, ouais, c'est ça. c'est pas une caractéristique masculine. Et je pense que c'est ça en fait, qui fait pas vraiment de sens au final, parce que vu qu'on a, enfin, la société a cette image de le muscle c'est masculin. Quand ils vont regarder une femme qui est musclée, et je pense qu'il y a énormément de femmes, je pense à l'américaine au rugby, Ilona Maher. ouais, Ilona Maher, qui est en train de se battre justement pour défaire cette image-là qu'on a du muscle, et de dire bah oui, je peux être sexy si je peux avoir ma définition de ce qui est sexy, et c'est pas vous qui allez me dire si le muscle c'est sexy ou pas, quoi. Ouais, Donc ouais, je pense qu'il y a aussi une déconstruction de faire à ce niveau-là. On est des sportives, on est aussi des femmes, on peut être féminine, on peut être ce qu'on veut tout en étant des femmes et tout en ayant un corps de sportive. Donc ouais, je pense que c'est une image à déconstruire. Et je voulais revenir pardon, sur ce corps comme outil de travail. On sait que quand on va à l'extrême, il peut y avoir aussi un revers un petit peu de tout ce travail-là. Je pense à toi notamment, Emma, qui a un sport où tu vas vraiment pousser ton corps là où, je ne vais pas dire il ne devrait pas aller, mais tu vas vraiment dépasser certaines limites en fait de ton corps. Est-ce que toi, tu t'aimais à ce moment-là, ou tu étais au top de ta performance? Est-ce que tu t'aimais à ce moment-là?
Et est-ce que ton corps te parlait? Tu sais, on parle aussi souvent de problèmes de règles pour les femmes, des problèmes de fertilité qui en découlent, etc. Est-ce que toi, tu as eu à faire à ce genre de Ouais. soucis-là? Je me rappelle il y a une anecdote qui me revient en tête, c'est mon entraîneur de l'époque. Donc je lui dis, ouais purée c'est chaud, là j'ai plus mes règles quoi. Ça fait plusieurs mois que j'ai plus mes règles, donc j'ai un peu peur parce que pour moi c'était signe de mauvaise santé le fait de ne plus avoir mes règles, sachant que j'avais toujours eu un cycle plus ou moins régulier. Et il me dit, en fait, Emma, c'est normal, tu crois que les autres sur la ligne de départ, elles ont leurs règles. Et donc, il y a quand même ce discours où c'est hyper normalisé, hyper banalisé. Le fait de ne pas avoir ses règles, ça veut dire que, en fait, c'est super, t'es arrivé dans le club des femmes qui sont performantes. Et je me rappelle aussi, j'avais parlé de ça avec une athlète que je ne citerai pas, qui a été sur le parcours de l'athlète pendant très longtemps. Et ça faisait des années qu'elle n'avait plus ses règles. Et elle avait ce discours en mode, écoute, c'est hyper pratique parce que du coup, mes règles, elles ne m'embêtent plus. Enfin, voilà, c'était... En plus, j'étais hyper jeune à l'époque. Ouais, t'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, je devais avoir 20 ans, tu vois, un truc comme ça. Et elle, je la voyais un peu comme un modèle. Et donc, tu vois, il y a quand même ce discours qui te rentre en tête. Et quand ensuite t'en parles à des gynécos, des médecins, en fait, ils te disent que c'est pas normal du tout de ne pas avoir ces règles. Et ça peut même être dangereux pour ta santé et dangereux pour la performance, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire où la santé vient après la performance. Et à partir du moment où tu es performante, c'est le principal, même si, encore une fois, tu n'es pas complètement en santé. En bonne santé. Et donc, on est beaucoup éduqués là-dedans. Encore une fois, c'est hyper présent dans des disciplines où il y a ce rapport au poids, poids-puissance, où il faut être très mince, voire très maigre. Ça me fait penser, on en a beaucoup entendu parler là, assez entendu parler lors du Tour de France féminin, où il y a des cyclistes qui disaient qu'il y a certaines cyclistes qui disaient que c'était pas normal d'être trop maigre, qu'il y en avait certaines qui n'avaient plus leurs règles et que ça les dérangeait. Et je trouve que, tu vois, cette notion-là, elle doit être vraiment prise en compte dans la performance féminine. Forcément, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est calqué sur un modèle masculin et les mecs, ils n'ont pas à faire attention à ces questionnements-là. Et nous, je pense qu'il y a vraiment, on doit de plus en plus prendre en compte cet aspect-là de la performance parce que c'est trop important. On n'est pas que des athlètes, on est des femmes, quoi. Et je trouve que c'est trop important et il faut vraiment y faire attention. Et puis en plus, on ne se rend pas compte, mais c'est complètement contre-productif de ne pas le prendre en compte. Parce que l'activité physique, le sport, c'est bénéfique pour la santé. Mais la pratique intensive du sport, c'est là que ça entache en fait la santé. Et surtout pour les femmes, une pratique intensive peut amener du coup à un dérèglement du cycle menstruel et aussi à impacter la fertilité avec une diminution de l'hormone, je ne sais plus laquelle, on mettra en commentaire. Mais voilà, ça peut avoir un impact là-dessus et on n'est pas beaucoup éduqué dessus. Non. Moi-même, je ne savais pas quand je faisais encore du sport et je me souviens que la question de la contraception, c'était angoissant pour moi. Parce que j'avais peur de ce que la contraception pouvait me rajouter comme contrainte, mais en même temps, je n'étais pas éduquée dessus et mes menstruations étaient déjà une contrainte. Donc en fait, j'étais un peu piégée et je ne savais pas quoi faire. Mon coach ne savait pas quoi faire non plus et je ne savais pas à qui en parler non plus. Finalement, personne n'en parle et tout le monde le vit. Donc, comme tu dis, c'est vraiment important d'en parler et de s'éduquer maintenant. Mais je me rappelle aussi, j'avais couru des championnats d'Europe. C'était la veille d'une finale et la veille, j'ai mes règles. Et je me dis, purée, comment je vais les c'est vraiment le c'est horrible. Et je me dis, purée. Et donc, je vais voir le médecin. Mais le médecin, en plus, les médecins de l'époque, c'était des mecs de 60 ans et tout, machin. Donc, j'ai mal, est-ce que tu peux me donner un truc et tout. Donc, tu essaies de lui expliquer vite fait. Pareil, ton coach, tu n'as pas forcément envie de lui en parler. Et le lendemain, en plus, nous, on court tout en culotte. Donc, tu sais, tu as ce truc de si j'ai le fil du tampon, je dépasse et tout. C'est vraiment une vraie charge mentale et c'est pas encore assez pris en considération. Et ça, c'est quand il n'y a pas les douleurs.
Parce Ouais. que Oui. sans les douleurs, Ouais. cette Ouais. charge. Sans les douleurs, Et quand on c'est- rajoute ça, Ouais. Ouais, surtout le premier jour, si tu as les règles la veille, mais les Ah, c'est premiers jours, chaud. c'est les pires. Ah, c'est Et chaud. avant une course, je Ah, n'ose c'est il y a même plus pas vraiment- imaginer. Ah ouais, tu t'assois et tu dis en fait c'est fini quoi. Ah ouais. Bah, je reste, c'est bon, on va Bon, finir y par... aller. T'arrêtes là. Mais même physiquement aussi, les règles, du coup, ou les syndromes prémenstruels, on le voit physiquement. Enfin, je sais que moi, je suis Mhm. ballonnée. Ouais, bah oui. moi Ouais. aussi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui me complexait aussi. Parce que Mhm. je me suis dit, ça me complexait par rapport au regard des autres et ça me complexait dans mon propre regard. Je pouvais Mhm. pas me voir avec le ventre ballonné Mhm. parce que j'avais l'impression que je travaillais pas assez, Oui. que j'avais pris du poids. Mhm. Mais ça, c'est à une période où je savais même pas ce que c'était en fait le syndrome Mhm. prémenstruel. Mhm. Et au fur et à mesure, c'est après ma carrière, après que j'ai arrêté, où un peu comme toi, mon regard s'est un peu adouci, je suis devenue plus gentille avec Mhm. moi-même. Et je me suis dit, c'est pas grave. Genre là, tu Ouais. peux, Mhm. ton ventre va un peu gonfler, mais c'est pas de ta faute. Mhm. Et c'est pas parce que tu travailles pas assez, et le Mhm. regard des autres, on s'en fout. Mhm. Et ça, c'est très difficile à se mettre en tête, en fait, que le regard des autres, on s'en fout. C'est Je clair. sais pas ce que tu en C'est- penses. Ouais, c'est vraiment... C'est difficile, bah, forcément, parce que même si tu essayes de t'en défaire et de t'en libérer, ça peut être constant, en fait, Ouais. de partout. Même pour ma part, même dans ma propre famille, il y avait des remarques, des «Ah oui, mais fais attention», mais des choses comme ça. Alors que bah, je fais attention, je fais du sport, c'est les conséquences de mon sport ou c'est les conséquences des règles, mais dans tous les cas, c'est... Enfin, je fais pas tout ça pour que ce soit beau Ouais. à ton œil. Il y a toujours une cause ou quelque chose qui est pas du tout de mon ressort, quoi. Mhm. Donc en fait, est-ce que ma question là par rapport à ce que tu dis, c'est est-ce que ton amour pour le sport de haut niveau est assez important entre guillemets pour compenser ces remarques-là? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais dans le sens où tu te prends des remarques de la famille, justifiées ou pas, parce qu'en plus ils sont pas dans le sport de haut niveau, donc Mhm. forcément c'est des gens qui ne connaissent pas. Mais quand tu te prends ces réflexions-là, est-ce que tu te dis, bah, est-ce que mon sport en vaut la peine? Oui, vois. il y a beaucoup de périodes où je me suis demandé ça, surtout quand les performances, elles suivent pas Ouais. forcément ce qu'on veut. On se dit, bon, c'est pas grave, je fais tous les sacrifices pour atteindre ce niveau de performance. Mais quand tu l'atteins pas, tu te dis, ah ouais, Ouais. donc tout ça là. C'est ça pour ça. Donc, c'est ça, c'est tout. J'avoue, en plus les règles. J'arrête. Ça va pas. T'arrêtes pas, tu continues. C'est clair. Ouais, tu lâches pas parce que c'est aussi Ouais. le sport qui te forme, c'est C'est la ça. persévérance. Tu te dis, ça passe pas maintenant, ça va passer, mais tu as ce moment-là. Alors, effectivement, en plus, si tu as tes règles avec les hormones et tout, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas Comment possible. je m'en sors de C'est de clair. ça? Mais comment tu t'en sors, justement? Bah, en fait, ça dépend des périodes. Il y a eu énormément de périodes où, en fait, il y a eu des périodes où ça m'impactait plus que d'autres. Il y avait des périodes où je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà un entourage qui est sensibilisé et qui est supportif, en fait, de ce que tu fais et qui, qui sait pourquoi tu le fais et qui te soutient dans ça. Et aussi au niveau du coaching, des kinés et tout ça, qui te rappelle constamment pourquoi tu le fais et enfin, je sais pas Qui comment te dire, conforte un peu qui dans te l'idée que conforte, tu fais, que que c'est c'est qu'une passade, entre guillemets, c'est et une que tu fais bien de persévérer là-dedans, quoi. Qui donne un peu du sens, qui t'aide à donner du sens à ce que c'est tu ça, qui donne du sens et je sais pas comment dire, qui te hype up. Qui te sauce, quoi. Oui, voilà, qui disent ouais, c'est bien, t'as pris du t'encourage, moi. ouais. Enfin, c'est Ouais. surtout ce que j'ai trouvé aux États-Unis parce que c'est aussi dans la mentalité. Et j'ai eu la chance de tomber aussi sur une coach comme ça qui me renforçait, elle me disait ah ouais, t'as jamais été aussi forte, tu te sens comment, tu te sens bien et tout. Et elle était vraiment, enfin, elle me faisait me sentir bien ou me dire ah ouais, bah ça va, enfin, si. C'est comme si, pas elle avait de l'admiration, mais un petit peu quelque chose comme Ouais. ça, dans le sens où elle se dit ah ouais, t'as fait du bon travail et c'est bien, quoi. Elle te conforte dans cette idée-là. C'est une femme qui t'entraîne. Ouais. Coïncidence. Ouais, grave. Je pense Oui, mais je pense On que pose la question. c'est pour ça que moi, bah, dernièrement, j'avais fait une vidéo sur Instagram pour parler des règles et juste pour sensibiliser, en fait, parce que
J'avais aussi une conversation avec Yelena Ouais. et elle me disait que il y a énormément que son coach avant elle avait aucune idée de ce que ça pouvait provoquer d'avoir ces règles et il y a énormément de coachs qui sont pas du tout au courant quoi. Mm. Et c'est pas, je pense pas que ce soit parce que parce que c'est des hommes qui qui ne peuvent pas avoir cette connaissance-là. Au bout d'un moment, Mais ça fait c'est... partie des humains. Tu coaches des hommes et des femmes, donc tu devrais C'est ça. être informé sur enfin, n'importe quel, enfin, je sais pas comment Ouais, formuler ça, mais problématique, Tout oui, ce qui bien peut toutes les, sûr. impacter Ouais. la exactement, performance, Exactement. l'entraînement. bah voilà, ouais, ouais. tu devrais être au courant de tout ça et pas se dire, ok, je fais juste une formation générale, plus centrée sur les hommes et puis les problèmes féminins, je suis un peu Ouais. gênée, ça me concerne. Je trouve qu'on devrait enlever ce tabou-là parce que c'est Ouais. la nature en fait. Ça en est Donc, pas un, en fait. c'est pas un tabou. Ouais, pas du Tout tout. le monde passe par là, donc c'est pas un tabou. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un tabou, mais je pense que dans certaines conditions, ça peut être compliqué. Mm, Par exemple, en fonction de la pudeur de la femme, tout simplement. mm, Aussi, si c'est des hommes qui sont essentiellement dans le staff, c'est vrai que c'est pas évident. Peut-être que s'il y avait plus de femmes dans certains staffs, ce serait plus simple de faire le relationnel entre les joueuses, j'allais dire, mais les athlètes et le staff de manière c'est générale. vrai. Quand tu fais un sport collectif, un sport individuel aussi, c'est pas forcément évident d'adapter. On a vu récemment, récemment en 2019, il me semble, quand l'Espagne devient championne du monde de foot, Ouais. les coachs ont proposé des entraînements individualisés et personnalisés en fonction des cycles menstruels des joueuses. C'est D'accord. arrivé aussi aux États-Unis au rugby, il me semble. Je crois que les joueuses de rugby à 7 ont des entraînements aussi personnalisés, des adaptations. Mais effectivement, c'est pas évident à mettre en place. C'est pas impossible, vu que ça se fait, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas dans les sports collectifs. Dans les sports individuels, effectivement, le coach, ça lui coûte pas grand-chose de se renseigner, de s'informer, d'échanger, Ouais, surtout c'est si il est face à des athlètes qui, elles, sont aptes à lui partager tout ça. Donc effectivement, avoir un staff qui est plus renseigné et plus ouvert à ça, ça peut largement aider et contribuer au bien-être de l'athlète et à la performance, parce qu'on sait aussi que les menstruations ont un impact sur les Oui, c'est blessures. vrai. Il y a des études qui sont sorties ou qui disent que les athlètes ont plus de chances de se faire des grosses blessures pendant leurs règles, ou 7 jours, jusqu'à 7 jours après. Et je sais que moi, ça s'est confirmé quand je me suis fait les croisés. Je sortais de mon cycle menstruel, tu vois. 2 jours après, je me fais les croisés. Donc voilà, c'est des choses effectivement à prendre en compte et peut-être aussi pour se sentir mieux dans son corps, tu vois, mieux dans ce développement physique. Comme on disait depuis le début, étant donné que ton corps, c'est ton outil de travail, les menstruations font partie de la musculation, à prendre en compte, des entraînements, etc. C'est un point essentiel à appréhender correctement. Mais je pense que ça peut être bien qu'il y ait quand même une tierce personne. C'est-à-dire que je me rappelle aussi que à l'époque, mon entraîneur, je lui disais quand commençaient mes règles. Enfin, il était vraiment au courant de tout. Ok. Et je trouve qu'il y a un côté un peu intrusif et je pense qu'il faut faire attention aussi. Ouais. Comme tu le disais très bien, il y a des athlètes qui sont pas forcément hyper à l'aise Bien sûr. d'en parler. Et aussi, tu vois, je pense à des personnes, tu vois, selon la religion, les croyances que tu peux avoir, c'est pas évident pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a une tierce personne qui soit peut-être plus du corps médical, par exemple, qui puisse faire le pont entre l'athlète et le coach dans la préparation, dans la programmation et dans la prise en compte du cycle menstruel. Ça peut être hyper important pour que l'athlète se sente aussi protégé et qu'il y ait un cadre et des limites. Parce qu'après, tu vois, on peut vite tomber dans un truc où tu dis vraiment tout à ton coach. Tu vois, je me rappelle aussi, j'envoyais vraiment toutes les prises de sang. Enfin, tu vois, là, il y a aussi des limites. Je trouve que c'est important de poser le cadre pour que tout le monde se sente à l'aise et que ce soit le plus sécurisé possible. Ah oui, complètement. Oui, sûr que les prises de sang envoyées au coach, Bah ouais. Oui, ça n'a c'est pas pas trop du de tout ça le sens. travail. C'est En vraiment, athlète, c'est beaucoup. Ouais. En fait, t'as qu'une personne en athlète. Exactement. T'as le Ok. coach. C'est pas comme dans un sport collectif où il y a Ouais. vraiment tout Nous, un on a staff. beaucoup Un staff, d'intermédiaires, bah tu ouais. vois. Et Juste puis, en vous, il y a athlée, il y a les moyens aussi. Tu vois, en Ouais. athlée, on est. C'est nos moyens. Il y a pas. Ouais, voilà, exactement. On part avec les moyens du bord. Tu vois. On fait avec nos moyens. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Pour peu que tu sois pas dans une structure comme l'INSEP ou quoi, franchement, C'est compliqué. ça ouais. peut être difficile. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires, mais je pense que c'est important Ouais. qu'il y ait ces intermédiaires, justement.
Ben ouais, au moins que le coach, alors, ouais, enfin, que la personne qui t'entoure et qui est la plus proche de toi soit sensibilisée à ça. Ouais, un minimum. Ouais. Mais oui, tu as raison, qu'il y ait une personne neutre. Bon, après, voilà. Chacun fait comme il Oui. veut, mais effectivement, qu'il n'y ait pas essentiellement une emprise totale Ouais. du coach sur les menstruations Ouais. de ses athlètes. Ouais. Je pense au moins avoir des personnes de référence vers qui se rediriger. Parce que c'est vrai qu'en athlée, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres sports qui ne sont pas collectifs, mais la personne de référence, c'est le coach. Et moi, personnellement, je pense que vous allez aussi, ça va faire écho, mais je ne savais pas vers qui me tourner d'autres, en fait. Donc, il n'y a que quand je suis arrivée dans un centre où je me suis dit, non, il y a des kinés, il y a des médecins spécialisés en plus. Ouais, c'est clair. tout ça. Je Faut pense qu'aux vraiment être dans États-Unis un- aussi, ça a dû faire un Aux choc. États-Unis, ça doit être. Ouais. Mais- C'est un peu comme l'INSEP, en fait. Ok. Donc, du coup, il y a des médecins, des kinés, etc. Après, moi, je suis tombée sur une coach qui était une femme, donc elle était déjà sensibilisée dessus parce que c'était une femme et parce qu'elle avait déjà eu des athlètes avec ce cas de figure. Du coup, elle savait, elle m'apprenait même des choses sur ce que ça provoquait. Et enfin, je me souviens, on avait des entraînements et je lui disais, oui, bon, ça va pas, aujourd'hui j'ai mes règles, donc je suis un peu fatiguée, mais bon, après, ça m'empêche pas de m'entraîner, ça m'empêchait pas de m'entraîner pour autant. Et elle me disait, ah oui, bon, bah, du coup, il n'y a pas de souci, de toute façon, on va travailler la technique. Elle adaptait. Ouais. Adaptation. Elle adaptait. Mais et rien puis, que ça fait du bien. c'est ça. Et puis, elle regardait pas. En fait, ça me déchargeait aussi d'un poids parce que elle le savait et elle me disait, bah, essaye pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Voilà. Moi, je vais regarder que ça parce que du coup, je sais que les hanches à ce niveau-là, pendant les règles, il y a un petit peu un blocage au niveau des hanches. Donc, c'est normal que techniquement, ce soit pas super bien aujourd'hui. Mais du coup, ça dédramatisait beaucoup de choses et je me disais pas à la fin de la séance, j'ai une mauvaise séance parce que j'étais au courant, elle était au courant. Exactement, ça m'a enlevé une culpabilité au niveau de l'entraînement et de l'attente que j'en avais, quoi. Donc, Et tu as un groupe d'entraînement d'autres athlètes féminines ou tu es la seule aux États-Unis, non, on était 5 filles Ok. et 10 garçons. Ouais, Donc tu pouvais en parler aussi peut-être aux autres filles de ton groupe. Oui, je pouvais en parler aux filles de mon groupe. Souvent, on les avait en même temps parfois. Donc, Oui, ça c'est ouf. Ouais, ça s'accorde. règle. Des fois. C'est dingue, on s'est rendu compte de ça nous aussi quand on partait 2 ou 3 semaines. Ouais. Quand il y en a une qui avait ses règles, elle déclenchait les règles. Nous c'était pareil. Nous c'était pareil. Tu vois, celles qui avaient plus leurs règles, on était trop contents que tu reviennes, peut-être les avoir. Et les autres qui avaient des cycles réguliers, tu te disais, bah non, mais tu vas me dérégler. Elle venait juste de les avoir et du coup, ça allait les redéclencher et tout. Donc, c'était avantageux pour certaines et pour d'autres un peu compliqué. Mais effectivement, ça n'a jamais été prouvé, ça. Il n'y a eu aucune étude là-dessus. Mais beaucoup de retours là-dessus où les femmes entre elles, quand elles se fréquentent sur le long terme, s'accordent là-dessus. Mais pour rebondir sur la blessure, je voulais savoir un peu comment je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense qu'on est toutes un peu passées par là, je ne le souhaite pas. Mais comment vous vous sentez dans ce corps qui ne fonctionne plus, entre guillemets, ne fonctionne plus comme il devrait. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas été blessée. J'allais putain, c'est ouf, trop bien. Incroyable. Ouais. Trop bien. Eh ben, on te souhaite que ça continue. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est top. Toi, ça t'est arrivé Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai jamais eu de grosses blessures pendant ma carrière, donc ça, c'était plutôt bien. Mais quand j'en ai eu, c'est vrai que c'est très difficile parce que vu que toute notre identité, elle repose, en tout cas, je vais dire 99% de notre identité repose sur la performance. Avoir un corps qui est blessé, c'est ne plus être performante. Et donc, tu te dis qui je suis quand je peux plus utiliser mon corps comme je veux. Donc ça a été quand même très dur et je trouve que le haut niveau en plus n'encourage pas forcément à être plus douce envers soi quand on est dans ces périodes-là. Au contraire, c'est un peu la course à purée, il faut que je revienne le plus rapidement possible parce qu'il y a telle échéance, parce que j'ai tel contrat et il y a ça aussi, tu vois, il y a le corps qui est très lié au contrat et qui est très lié du coup à comment tu vas vivre.
Et donc, je trouve que c'est un peu la course à il faut que je me remette de cette blessure le plus rapidement possible. Et ouais, c'est pas des phases qui sont évidentes. Ça peut être des phases assez longues où il y a une perte de sens. On en parlait tout à l'heure quand, par exemple, tu es moins performante, tu te dis qu'est-ce que je fais là, pourquoi? Et je trouve que ça en dit beaucoup sur la performance, sur le haut niveau. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance de développer d'autres centres d'intérêt, même si évidemment c'est hyper dur parce qu'on passe beaucoup de temps, mais beaucoup d'énergie dans la perf. C'est là qu'on voit l'intérêt d'essayer de développer au maximum d'autres centres d'intérêt que le sport de haut niveau. Tu vois, je pense que ça peut être des études, ça peut être j'aime dessiner, j'aime la musique, j'aime faire des podcasts. Tu vois, pour moi, c'est hyper important de développer son identité par ailleurs et autour de la performance. C'est vrai que c'est dur parce que quand tu es enfermé dedans, c'est très difficile. Et par rapport à ta discipline, tu vois, qui est très exigeante sur le poids, tu n'as pas eu peur à un moment donné de reprendre du poids, de repartir à zéro, de te réapproprier un nouveau corps, entre guillemets, même si l'objectif c'était de retrouver celui qui est performant. Comment tu appréhendes la blessure, enfin comment tu appréhendais la blessure et le retour sur les pistes? C'est vrai qu'il y a tout le problème de la prise de poids qui allait avec parce que on s'entraîne en général moins quand on est blessé, même si on peut adapter. Donc il y a toute cette prise de poids qui peut être un poids, c'est le cas de le dire, et une charge mentale supplémentaire. Donc c'était pas facile du tout. Et ça pouvait passer beaucoup par, et ça devient un peu malsain à mon sens, ça pouvait passer beaucoup par la nourriture du coup, tu vois. J'allais compenser avec la nourriture. Je me disais, vu que je m'entraîne moins, je vais moins manger. Et comme ça, au niveau du poids, je vais rester la plus mince possible. Et quand on parlait de staff tout à l'heure, ce qui était super à l'INSEP, je ne sais pas toi si Juliette, tu as eu affaire à elle, mais c'était une nutritionniste. Je ne vais peut-être pas dire son prénom, mais en tout cas, il y a une super nutritionniste à l'INSEP qui est d'ailleurs maintenant au rugby. Et en fait, je me rappelle, j'allais la voir, elle me faisait les plis, là, les plis cutanés pour voir à combien tu étais de masse grasse. Et je me trouvais toujours trop en masse grasse. Et elle me disait, mais en fait, Emma, si tu es là bien dans ton corps, quand j'étais pas blessée, si là, tu te sens performante ou quoi, t'as pas besoin en fait d'aller toujours chercher plus bas, mais tu tombes très vite je trouve, dans ce piège de il faut que je sois la plus mince possible. Je trouve que les coachs, alors j'imagine que maintenant ils sont de plus en plus éduqués, mais que eux aussi peuvent très vite tomber dans ce piège-là. Et en plus, ce truc de plus je suis mince, plus je suis performante, c'est pas forcément vrai, quoi. Et ça, pareil, il y a beaucoup de déconstruction à avoir par rapport à tout ça. Et est-ce que ça marchait alors, ce fait le truc de te dire, comme je m'entraîne moins, je mange moins? Ouais, mais en fait, ça marche de manière ponctuelle. C'est-à-dire que sur le coup, ok, tu vas rester à un poids très bas. Tu vas redevenir performante, mais en fait, tu vas t'épuiser, tu vas aller chercher dans tes réserves. Et je pense vraiment pas que sur le long terme, ce soit quelque chose qui fonctionne, de traquer comme ça le gras et de vouloir être la plus mince possible. Je suis vraiment pas sûre que c'est ce qui fonctionne. Mais en plus, si c'est pendant une période où tu es blessée, tu as la charge de la blessure, du retour, le fait d'être pressé, comme tu disais, par les compétitions, etc. Alors, si en plus tu te rajoutes la charge de la nourriture, mais en fait, c'est ton seul levier c'est la seule chose que tu peux contrôler finalement dans la blessure, c'est potentiellement la nourriture. Après, c'est pas dire que... Une question, du coup, est-ce que tu arrivais à évaluer ton poids de forme, le poids auquel tu étais la plus performante quand tu as fait ton record tu savais dire... ça, en fait, je trouve que c'était très dur aussi parce que le poids de forme, je trouve que pareil, ça veut un peu tout et rien dire parce que selon les entraîneurs, par exemple, il y a une période où je faisais pas beaucoup de muscu. Après, il y a une période où je faisais plus de muscu, donc forcément, je faisais pas le même poids. Aussi, tu vieillis, donc ton corps, il évolue pas de la même manière. Et donc, c'était ça qui était très dur, tu vois, c'est que j'avais même pas d'objectif très clair pour moi. Dans ma tête, c'était juste, fallait que je sois la plus mince possible. Mais au bout d'un
moment, bah, en fait, tu peux toujours aller chercher plus et tu peux toujours être de plus en plus maigre. Et là, je trouve que tu rentres dans un cycle qui est hyper malsain. Et je sais qu'en demi-fond, en tout cas, c'est des choses qui existent énormément. Et tu peux même tomber dans des troubles du comportement alimentaire où, je me rappelle, tu vois, au début, c'était bon, bah, je mange un petit peu moins, après, je mange encore moins, après, je vais sauter des repas. Tu vois, tu tombes dans un délire Ça un va peu vite. malsain. Ah ouais, ça Ça va va super super vite. vite. Et tu te trouves toujours trop épaisse. Je me rappelle, j'ai revu il y a pas longtemps des photos de moi au confinement. Pendant le confinement, on était partis en stage. En gros, on s'était beaucoup entraînés. Et pendant le confinement, je me rappelle que je me trouvais trop grosse, quoi. Je me disais, putain, mais j'ai encore tout ça à perdre et tout. Et je vous jure, je vous montrerai la photo si vous voulez après. Je vois les photos aujourd'hui, je me dis, mais Emma, vraiment, il y avait un vraiment... gros problème. Enfin, je faisais, je pense, de la dysmorphie ou quoi. Enfin, je me Ouais. voyais pas Ouais. du tout. Je me sentais pas du tout La comme j'étais. perception, elle était Ah ouais, vraiment... vraiment. Mais je sais que je me reconnais dans ce que tu dis par rapport à cette perception complètement erronée de ton corps, de ce que tu revois dans le reflet dans le miroir. Je l'ai eu aussi quand j'ai arrêté. Ça a été horrible. Ah ouais. Ouais, j'arrivais plus à m'habiller. C'est-à-dire que, en fait, pendant que je faisais ma discipline, j'avais l'impression de ne pas respecter la norme parce que j'avais pas la morphologie qu'on voulait que j'ai. Et on me le rappelait. Et du coup, genre, on me disait mange plus. Moi, c'était pas. Ah, Moi, toi, c'était. c'était manche Ouais, moi, plus. c'était mange Ouais. plus. Mais beaucoup. Ou alors, on me rappelait que pourquoi c'est pas possible que tu fasses ces disciplines-là. Enfin, je comprends pas. Et moi, je comprenais pas non plus. Et c'est des trucs où sur le moment, ça te passe au-dessus, mais en fait, ça a vraiment un impact. Et bah, quand je suis arrivée, j'ai arrêté ma carrière, bah, c'est là que j'ai eu le contre-coup et j'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais plus à manger parce que dans ma tête, j'avais un poids qui respectait les normes de ma discipline qu'on m'avait un peu forcé à accepter. Et en fait, dans la réalité, j'avais pas du tout ce corps-là. Et du coup, il y avait un décalage. Je me voyais énorme. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais je me voyais beaucoup plus forte que ce que j'étais. Ouais. Et je comprenais pas. Et en même temps, la réalité faisait que bah, j'ai arrêté une pratique assez soutenue. Bah, je fonds, en fait. Et donc, je perdais du c'est poids. clair. Et enfin, voilà, j'étais Toi, c'est complètement la perte de désorientée. poids que tu as mal vécue, c'est Ouais. ça? Parce que tu as fondu en muscle. En fait, j'avais l'impression de ramer. Parce qu'on m'a toujours dit mange plus. Et là, j'essayais de manger plus, mais je perdais du coup toute ma masse musculaire. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. je ramais, j'essayais d'atteindre ces critères, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais Ouais. encore moins quand j'avais arrêté. Et il y avait vraiment aussi cette question identitaire de bah, maintenant qui je suis Ouais. aussi. Et ouais, il y avait vraiment tout ce bousculement, ce chamboulement sur mon corps. Et je pense que ça a été le plus dur dans la transition. Mais je sais pas si pour toi aussi, quand tu as arrêté, il y a eu un peu ce cafouillis, quoi, Ouais. ce chamboulement. Ben, ce qui s'est passé, c'est que vu que je m'étais privée pendant des années, j'ai énormément mangé. Ouais, Donc, du coup, j'ai gonflé. ok. Et après, mais j'ai eu vraiment besoin de cette passade-là. Et après, en fait, ça s'est remis plutôt naturellement, ouais, c'est Ouais. ça. Et après, le rapport, c'est vraiment l'arrêt du haut niveau qui a rééquilibré les choses et qui a fait que maintenant, j'ai un rapport à la nourriture normal, quoi. Ouais. Et je me nourris pour me nourrir et parce que aussi ça me fait plaisir, etc. Mais c'est vraiment ça qui a permis de rééquilibrer les choses. Mais à la fin de ma carrière, j'avais énormément de mal. Et juste après ma carrière aussi, c'est... Tu vois, passer d'un corps athlétique à un corps plus normal, entre guillemets, tu vois ton corps changer, donc Ouais. c'est pas facile, quoi. Ouais, C'est et pas on facile. se rend pas compte de ça, c'est que les sportifs, en fait, sportives, voient leur corps changer toute leur vie. Ouais. Parce que quand on commence très jeune, bah on fait notre puberté avec ce moule-là de sportif. Il y a les hormones aussi pour nous qui arrivent, notre corps change une première fois. Ensuite, on va arrêter notre carrière, notre corps va changer encore une fois, et il n'a pas fini de changer. Et en fait, tout le temps, on doit se réadapter à un nouveau corps avec ces injonctions là, externes là, qui arrivent et qui un peu polluent nos pensées. Et c'est compliqué de naviguer à travers tout ça. Je ne sais pas si toi, t'imagines ou tu penses déjà à ça, à ce corps de l'après. Bah, moi, pendant le confinement, c'est là que j'ai vu un petit peu comment mon corps
il réagissait quand j'arrête de faire du sport. Ouais. Et moi, bah, c'est la même chose que toi, en fait. C'est que bah, je perds tous mes muscles. Du coup, je deviens super enfin, mince. Enfin, Ouais. dans tous les cas, plus, enfin, moins musclé. Je sais pas En comment fait, c'est le définir ça. moment où on est censé atteindre enfin les critères de beauté de Bah, la en fait, société. en fait, ouais. Et on se rend compte que ça va pas. En fait, moi, justement, c'était dans l'autre sens où je me disais, ah, en fait, c'est ça mon corps de normal de. Et du coup, en fait, j'aimais plutôt bien, en fait, mais enfin, en fait, je me forme, j'essaye vraiment de faire un vrai effort là-dessus, parce que je sais que si je continue dans cette carrière, je vais pas avoir le choix que de m'accepter tel que je suis. Mm. Donc, de me dire, de m'approprier mon corps, peu importe la manière dont, enfin, peu importe. Enfin, ce que je vois dans le miroir, Ouais, je oui. l'accepte et un point c'est tout. Et de vraiment toujours me souvenir de pourquoi je le fais et de l'objectif qu'il y a derrière et comment je me sens quand j'atteins ces objectifs ou quand je travaille du moins pour les atteindre. Et vraiment de m'approprier mon corps tel qu'il est, peu importe les périodes, quoi. Mm. Parfois, c'est difficile. Ces derniers temps, par exemple, j'ai eu une période qui était vraiment difficile où bah, comme je vous l'ai dit, j'ai été aux États-Unis pendant 1 an. Là-bas, c'est une mentalité qui est tout à fait différente aussi. Et les physiques là-bas, ils sont aussi très différents. Il y a Ouais. beaucoup de personnes grandes, des personnes plus épaisses, etc. Ici, on est beaucoup plus fin, je dirais, Ouais. comparé à là-bas. Et en fait, là-bas, il y avait aucun problème, en fait. Mon Ouais. physique, il ne posait pas de problème. J'étais pas trop grande, j'étais pas hors norme, j'étais pas un monstre, j'étais pas la fille qui impressionne. J'étais une personne normale parce qu'ils ont ça, ils voient ça de partout, en fait. Donc ça m'avait vraiment fait du bien et vraiment changé. Parce que toute ma vie, ici, ça a été ça. Ça a été ah waouh, t'es grande. Ah waouh, ah si. Et même les remarques, oh si t'es un mec, toi, j'en suis sûre que. Des remarques qui n'ont rien à voir avec. Ouais. Je fais pas du sport pour taper les mecs. Je lance juste des disques. Et en fait, ouais, pendant 1 an, ça m'a fait une coupure de tout ça. Et c'est vraiment quand je suis rentrée ici que. Enfin, et du coup, l'entraînement, il était aussi différent, il était plus intensif, plus complet. Mais je me regardais dans le miroir et j'avais eu aucun problème. Et dehors, bah, il y avait personne qui avait de problème avec ce que j'étais non plus. Donc, ouais, c'est vraiment en rentrant en France que ça m'a fait un choc. On me disait, ah ouais, t'as pris. Ah oui, ouais, bah, je sais que t'as pris. Ah, tu veux plus de place parce que. Ouais, Oh, mais vraiment des remarques. Et je suis restée que 2 mois ici. Et T'as envie de repartir? non, mais ouais, je suis restée 2 mois et ça a vraiment été le choc parce que je sentais que dans le regard des gens, c'était en mode waouh, elle a pris, waouh. Et c'était pas forcément, c'était pas positif, agréable, c'était pas positif, c'était Et pas ça, c'était agréable. des remarques de personnes sportives, Tout le monde, de ça ta pouvait être Famille aussi, amis? des membres de l'athlétisme, des gens que je connaissais, de la famille. Ma mère, ma propre mère, maman. Mais, mais oui, en fait, juste des gens qui m'avaient vu partir d'une manière Ah et oui. revenir d'une autre et qui se disaient ah ouais. Et puis ils avaient aussi cette image de les États-Unis, c'est de Mm. cette manière qu'ils travaillent. Et quand ils m'ont vu revenir, ils ont dit ah ouais, c'est bien ce qu'on pensait. Donc ouais, ils ont fait ça là-bas, etc. Et Et toi, comment tu t'es sentie, tu vois, par rapport à tout ça? Est-ce que tu étais au clair avec ton corps? Ou est-ce que vraiment, déjà que t'étais pas, enfin, t'étais peut-être pas très bien à ce moment-là, et en plus tu te prends des réflexions, comment tu l'as vécu ce retour en fait, en France? ça a baissé plus je suis restée et plus j'avais Mais du mal avec ouais, ça. mais t'es arrivée confiante. Je suis T'es arrivée arrivée, t'étais confiante. bien, quoi. J'étais bien. Ok, J'étais vraiment bien. ok. Je suis arrivée, je me sentais bien dans mon corps et puis je me Mm. sentais puissante. Et j'étais avec ma coach Mm. qui me rassurait Mm. dans cette. Enfin, qui me rassurait sur ce fait-là pendant tout le long. Et ouais, je suis arrivée. Bah, je me souviens, la première compétition, c'était la Diamond League à Paris. Bah, je fais mon record là-bas. Enfin, j'étais vraiment en confiance dans ma technique, dans mon physique, dans ce que j'étais aussi. Et en fait, j'avais aucun problème avec ça. Et plus ça allait, Mm. et plus les remarques, enfin, plus je me prenais des remarques, et moins je me sentais bien, en fait. Ouais. Attends, Et, vas-y, excuse-moi.
Et Je vais réagir parce que ça m'énerve. Et on arrive à une période où la coach, du coup, on était en entraînement à distance. Et elle était censée, enfin, elle m'envoyait mes programmes. Et moi, je commençais à m'en faire, à essayer tu vois, de faire des trucs qui n'étaient pas prévus dans le programme, comme plus de cardio. Et ça, c'est vraiment ce que je faisais quand ma mère, elle me disait, ah ouais, fais attention. Et du coup, j'allais faire des 200 mètres, 10 fois 200 Ah mètres. ouais. Mais franchement, enfin, c'était vraiment comme ça que je gérais les remarques. Je me disais, ah ouais, peut-être qu'elle a raison. Et du coup, j'allais faire du cardio pour perdre un peu. Enfin, du coup, ouais, ça a un impact. Mais ce que je trouve ouf, tu vois, c'est que tu nous le dis, genre, tu te sens puissante, t'es forte, genre, tu fais ton record et tout. Ouais. Toi, t'es une femme, t'es là, tu vis ta puissance, machin. Et en fait, les gens, ils viennent te... Alors, je veux bien, genre, je suis sûre, ça part pas d'un mauvais sentiment, tu vois, mais c'est quand même ouf Ils se permettent. mais voilà, qu'ils Ouais. se permettent et qu'une femme qui est bien, qui est forte, et on vienne la couper comme ça dans son élan. Enfin, c'est Comme si ouf, c'était quoi. comme si c'était en Comme si c'était- décalé, tu Mais vois, oui. que c'était pas bien Mais d'être oui. aussi forte. Il n'y a pas eu de réflexion sur belle perf, bravo. Ouais, Mais bien Félicitations, sûr, faites des t'es trop remarques sur tes forte. perfs. Mais oui. Bah, franchement, il y en a eu. Je trouve qu'elles étaient quand même moins affirmées Ok. que les remarques sur mon physique. Putain, Ah, c'était plus d'avoir. Moins Et au fait, appuyé, t'as quoi. pris un peu et bien Ouais. quand même. Ouais, Mais t'as pris quand parce même. que j'en ai. Ouais, franchement, je pense que j'ai reçu très peu de félicitations pour ma saison comparé à des remarques sur mon physique. Si je compare Je le trouve nombre ça de remarques, quoi. fou, genre C'est qu'on trop ait à se triste. justifier genre, pour son Ouais. corps, Ouais. son propre corps. Et surtout que déjà, en tant que femme, dans le sport, on est plus jugé par rapport d'un point de vue esthétique Ouais. que sur nos performances. Mhm. Et en fait, là, tu le prouves encore une Mhm. fois. Mais c'est ça. Et on n'a pas à se justifier pour qui on est, en fait. Mm. Son C'est corps. clair. Surtout si tu te sens bien, en fait. C'est ça. C'est un peu comme disait Emma, quoi. Tu t'es arrivée confiante et petit à petit, là, Oui, ils petit à grattaient un petit, peu. ouais. Et ils ont réussi, d'une certaine manière, à rentrer dans Dans ma ta tête. tête et ça t'a atteint. Et c'est normal aussi parce que t'es humaine, tu vois. Mhm. Mais je trouve ça fou qu'ils pensent à pouvoir se permettre ça. Mm. Et qu'ils aient ce pouvoir-là aussi. Ouais, qui juge le physique alors que finalement la justification tu l'as donnée, c'est de la performance. Exactement. Ouais, c'est Tu vois, c'est que Mhm. t'as pas à te justifier sur le pourquoi t'as pris des bras, pourquoi t'as pris des cuisses. Mhm. En fait, ton corps, encore une fois, on y revient, c'est ton outil de travail. Mhm. Donc, si tu as besoin de le muscler pour lancer plus loin, que tu as décidé de le muscler pour lancer plus loin, que C'est tu es mon choix. OK avec Mm. le fait de l'avoir musclé et tout, bah, en fait, Personne n'a son mot à dire. c'est tout, quoi. Ouais, c'est Mm. clair. C'est tout. Et puis, tu es sur le terrain, enfin, sur la piste d'athlète, tu es une athlète. On juge Ouais. ta performance, pas ton Exactement. physique, tu vois. Clair. Mm. C'est ça qui est ouf, c'est que les femmes, de manière générale, on est jugé tout le temps sur notre Ah ouais. physique à partir du moment où, comme on le disait, tu réponds pas au code de la société ou voilà, où tu es un peu extravagante, extravertie. On a tout le temps besoin de se justifier. Et encore plus quand tu ne rentres pas dans ces codes-là. C'est-à-dire Mhm. que quand une femme est trop ronde ou pas assez de forme, etc., on a tendance à voir ces femmes-là qui, pas exagérer, mais qui doivent justifier Mm. de leur féminité, Ouais. qui doivent prouver qu'elles sont des Ouais. femmes, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et ressembler à une femme. Et puis Mhm. même quand on fait ça, même quand on se justifie et qu'on rentre du coup dans leurs critères, c'est pas assez non plus. En fait, c'est C'est jamais jamais assez. assez. Ouais, Ouais. Parce c'est que clair. je C'est me jamais souviens, assez. il y avait c'est un truc qui m'avait marqué quand je lançais encore. C'était la jupe. Genre, je rêvais de lancer en jupe et je Mm. l'ai jamais fait. Et je me souviens qu'on en Ouais. avait parlé. Oui, on en avait parlé. Mais en fait, un jour, j'ai eu le malheur de mettre un t-shirt cache-cœur crop top dans le centre où j'étais, où il y avait du monde. Et j'étais entourée de. J'aimais trop. Ouais, il était trop Il était beau. trop Ouais, il est beau, il est beau, Mais ouais. en fait, ce qui Il était était violent, beau. c'est que, et ce qui m'a traumatisée, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai jamais fait, c'est que j'étais entourée de mes pairs. J'étais entourée de personnes qui étaient censées me ressembler, à qui j'étais censée ressembler. Et je devais pas avoir de jugement. Et quand j'ai mis ce crop top qui voilà, ne correspondait pas apparemment, À une lanceuse de marteau, quoi. voilà, et bah, je me suis fait insulter en fait, mais littéralement. Et Quoi, tu t'es fait vraiment Ouais, insulter? vraiment. Vraiment. Par des Et, athlètes ou des ouais. coachs ou... Je me souviens, en plus, c'était devant tout le monde, c'était au self. Et en fait, ça m'a. J'ai pas. Sur le moment, j'ai pas réagi, mais je l'ai plus remis. Mm. Je l'ai plus remis, j'ai jamais lancé en jupe. Mhm. Et je me souviens que la première fois que je t'ai vu lancer en jupe, j'ai dit, et
maintenant, de plus en plus, il y a des Ouais. elles lancent en jupe et je trouve ça génial. Je trouve ça incroyable. Mais ouais. Même dans d'autres sports, le tennis, Serena Williams en tutu. C'est génial. Ah ouais, Et en fait, elle ne se rend pas j'adore. compte à quel point c'est un... C'est un comment acte dire, fort, ouais. oui, voilà. Mhm. C'est taper du poing sur la table et c'est aussi dire, peu importe en fait vos critères, je vais me les approprier, je vais me réapproprier mon corps parce que c'est mon corps et je fais ce que je veux. Mhm. Et peu C'est ça. importe ce que vous dites, et c'est ça qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que vous n'avez pas le droit de faire des remarques sur mon corps. Et, comment dire aussi, c'est dur en fait quand ils font ces remarques-là, c'est comme si mon corps ne m'appartenait plus, leur appartenait. Et c'est un peu ça aussi la question aujourd'hui, c'est comment se réapproprier son corps à travers tout ça. C'est ça. Pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour eux? Ouais. Est-ce que je le fais pour la performance? Est-ce que je le fais pour ma vie de femme? Enfin, il y a toutes ces questions qui... Et le fait de lancer en jupe, est-ce que c'était un plaisir? Est-ce que c'était un message que tu avais envie d'envoyer? Tu t'es réveillé un matin en disant, tiens, j'ai envie de lancer en jupe aujourd'hui. Bah, franchement, Tu vois, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, justement, Ouais. grâce au tennis, parce que je trouvais ça beau, en fait. Mm. Et j'osais jamais le faire, parce que tout simplement, ça s'était jamais fait avant, je l'avais jamais vu dans l'athlétisme. Donc, j'avais un peu cette réticence-là, de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser. Mm. Les premières années, parce que souvent, je les portais rarement, je le faisais peut-être 1 fois ou 2 fois par an. Et j'avais des remarques de mon propre staff pour pas. Et ah oui, enfin, bref, franchement, je vais pas citer les remarques parce que. Ouais, c'était du jugement. Enfin, c'était pas quelque chose qui était positif en tout cas. C'était vraiment négatif. C'était vraiment pour que je me sente un petit peu genre humiliée ou dans le sens, ah ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire ça ou quelque chose comme ça. Mais j'ai continué parce que j'aimais bien. Et je pense que ouais, c'est aussi un trait de caractère que je me force à avoir maintenant, même si c'est pas toujours facile, de vraiment me dire je fais ce que je veux en fait. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Si c'est ma vérité, j'estime que c'est ce qui est juste, je le dirai et je le ferai et personne ne m'empêchera de le faire, quoi. Donc ça heurte personne, au contraire, je me sens bien quand je le fais et puis je suis quelqu'un, j'aime communiquer quelque chose de bien qui est autour de moi. J'aime fortifier aussi les personnes qu'il y a autour de moi et je pense que montrer aussi cette liberté, ça peut aussi ouvrir des portes à d'autres. Donc, j'ai pas vraiment envie de m'empêcher de le faire et je pense que personne ne devrait s'empêcher de le faire. T'as bien Et raison. toi, Emma, tu as déjà vécu ça dans ta carrière, affronter ce regard et les remarques? Ouais, bah, par rapport à la tenue, nous, en demi-fond, ce qui est très répandu, c'est le fait de courir en brassière et en culotte. Et c'est vrai que, tu vois, même s'il n'y a pas de règlement, il y a des disciplines, je pense notamment au beach handball ou au beach volley, des choses comme ça. Les femmes, elles sont encore obligées de mettre des micro-culottes. Ouais. Donc, c'est en train d'évoluer aussi. En gymnastique, là, ça a évolué récemment. Elles ont enfin le droit de mettre des shorts. Ouais. Et ça, le fou, droit? Non. Elles n'avaient pas le droit. Elles étaient Wow, obligées ok. d'avoir des justes au corps. Et si elles n'avaient pas le juste au corps, en gros, elles perdaient des points. Et donc, voilà. Et donc, nous, en athlée, c'est différent parce qu'il y a écrit nulle part que tu es obligé de courir en culotte. Mais en fait, il y a tellement tout le monde qui le fait que toi, tu te sens obligé. Il y a une forme de pression sociale comme la jupe. Tu vois, il n'y a personne qui t'empêche dans un règlement de porter une jupe. Mais il y a une telle pression, il y a tellement peu de personnes qui le font que du coup, toi, tu n'oses pas porter autre chose. Et je pense qu'à certains moments, tu vois, typiquement tout à l'heure, quand je t'ai dit, j'avais mes règles, j'avais peur que la ficelle de mon tampon, elle dépasse, j'aurais pu me dire, je vais porter un short, comme ça, je serais moins stressée de tout ça. Mais en fait, il y a une telle pression que ça m'est même pas venu à l'esprit de me dire, je vais porter un truc plus confortable pour moi. Et donc, il y a une pression sociale parce que c'est comme ça que tout le monde fait, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup une pression de la part des sponsors. Alors, c'est quelque chose de très indirect. Déjà de 1 parce que
dans les dotations qui nous sont données, nous, on va avoir la possibilité de mettre soit des shorts, soit des culottes. Mais tu vois, typiquement, dans les dots des garçons et des hommes, eux, ils vont pas avoir la possibilité de mettre des culottes ou, tu vois, des trucs très courts. Donc, tu as cette possibilité que les hommes n'ont pas. Et en plus de ça, je me rappelle sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, il y a beaucoup ça dans les contrats qu'on signe avec les marques. Dans les contrats, il faut que tu aies une présence sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation directe entre ton nombre d'abonnés, la visibilité que tu as sur les réseaux sociaux et les contrats que tu vas signer. Les personnes qui vont être pas forcément très performantes, mais qui vont être des influenceurs en plus d'être des athlètes, ils vont signer des contrats beaucoup plus importants que des personnes très performantes, mais qui sont très peu visibles sur les réseaux. Et je voyais que directement, dès que je mettais une photo de moi en mode culotte, brassière, j'avais beaucoup plus de likes et j'avais beaucoup plus de visibilité que quand je mettais une photo en jogging. Et donc, il y a aussi vraiment cet enjeu-là, surtout, encore une fois, quand on est athlète, qu'on débute, qu'on n'a pas forcément des énormes contrats, qu'on n'a pas d'énormes moyens, et tu sais très bien que ton image, ça va pouvoir te rapporter plus ou moins d'argent. Et donc ça se monnaie en fait. Et donc tu veux rentrer dans ces codes-là aussi parce que tu sais que l'argent que tu vas gagner et donc le futur de ta carrière, il est directement en lien avec le fait que tu correspondes aux standards de beauté. Et ça, je l'ai énormément ressenti. Et d'ailleurs, j'avais une conversation avec c'était une lanceuse de marteau qui était en contrat chez une marque. Et on avait parlé et elle était beaucoup plus forte que moi. Et en fait, on parlait un peu de nos contrats. Et en fait, mais tu te dis, mais c'était ridicule ce qu'elle gagnait par rapport au niveau qu'elle avait. Enfin, elle faisait tous les grands championnats. Elle avait déjà fait des Jeux Olympiques et tout. Et on avait eu cette discussion. Et moi, j'étais... encore une fois, rien à voir, tu vois. Et je me dis, putain, mais... la différence, tout ça, parce qu'elle était considérée comme grosse, elle était considérée, elle rentrait pas dans ce qu'on attendait d'une athlète sexy, quoi. Ouais. Et donc, elle avait le contrat qui correspondait à un truc très, très bas par rapport à son niveau de performance. C'est comme une note, en fait. Exactement. On note le physique. Ouais, exactement. T'es sexy, tu vas gagner beaucoup. T'es pas sexy, tu vas gagner beaucoup moins, même si t'es hyper forte, parce que t'es une femme. Et donc, ce qu'on regarde en premier, c'est est-ce que t'es sexy ? Non, c'est vrai, parce que le corps de la femme est hyper sexualisé. Mais bien sûr. Énormément de domaines. Mais bien sûr. Pas que dans le sport, mais dans le sport, notamment en athlé ou en gym ou autre, où les femmes sont avec des vêtements près du corps, culotte, etc. Il y a même sur les réseaux sociaux énormément de commentaires, mais à caractère sexuel, à caractère sexiste. Et ça laisse, en gros, les tenues que les sponsors peut-être ou les fédérations imposent, encouragent un peu tout ça, tu vois. Ouais. Encouragent et entretiennent parce que ça soit de la bonne ou de la mauvaise pub, ça reste de la pub. Sauf que tu te fais de la pub et de la visibilité sur des propos qui n'ont pas lieu d'être et sur des propos qui sont très graves envers des jeunes femmes, des fois qui sont très jeunes, et des femmes tout court. Donc le corps de la femme est également aussi hyper sexualisé, en plus de devoir respecter un code bien précis dans la société. Ouais. Et dans ton monde extérieur, au travail, dans ta relation avec tes amis, est-ce que ça a été quelque chose un frein dans l'évolution de tes relations ou comme on disait, les critiques qu'on pouvait recevoir au boulot ou à l'école, des gens qui ne sont pas dans le milieu sportif? Qui se permettaient de faire des remarques sur mon physique. Je crois pas, j'ai pas le souvenir. Après, là où je pense que c'est différent, c'est que, tu vois, une femme fine, ça rentre quand même dans les critères, plus qu'une femme qui va être très musclée. Et donc là, les gens, ils vont se permettre de faire peut-être beaucoup plus de remarques. Donc, je me rappelle pas. C'était vraiment beaucoup, par contre, dans le sport, tu vois. Ou même, tu vois, par exemple, une fois, j'ai reçu des remarques sur j'étais pas épilée nickel au niveau des jambes. Il y a un athlète masculin de l'équipe de France qui m'a dit
Tu vois, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais en mode ah bah ça mériterait une petite épilation, un truc comme ça, tu vois. Et c'est Avec C'est vraiment lui, avec ses ses os jambes poilus. Il arrive avec ses jambes poilues et tu dis Ah t'as ouais. les 3 poils. Ah ouais, mais- c'était au jeu méditerranéen, je m'en rappellerai toujours. On était sur le stade, quoi, et Mais je dis, qu'est-ce qu'on leur qu'est-ce répond? qu'il veut? Ouais, Mais c'est j'ai ça. rien Bah, moi, dit. je pense que toi, t'es Mais mort. ouais, qu'est-ce que tu veux, toi, putain, mais c'est... Non, mais enfin, franchement, ce qu'ils se permettent, en fait, c'est ça qui me... Oups. Ouais. Moi, c'est ça qui m'abasourdit le plus. C'est clair. Et- C'est même pas ton corps. Comment Non. t'oses dire à quelqu'un de... Ah ouais, va t'épiler, quoi. Non, mais ça va T'épiler. pas ou quoi? Et ce qui est ouf, c'est que tout ce dont on parle depuis le début, enfin, les athlètes hommes, je veux dire, ils ont pas Ah, ces pas problématiques-là, ouais, tu c'est vois. Bon, sûr. alors oui, on a parlé de la blessure, etc. Eux, ils y sont exposés aussi. Mais tout ce qui est plus de l'ordre de l'image, de comment leur corps va être perçu, enfin, c'est quand même... ça n'a rien à voir par rapport Non. à nous, quoi. Ils Bah, n'ont pas cette charge-là. Un corps d'homme, en fait, il va être valorisé. Ouais. Un corps musclé, ça va être synonyme de force, de puissance. Voilà, c'est quelque chose qui va rassurer. Euh, quand on dit que les hommes sont sexy, entre guillemets, sans Mhm. avoir besoin de rien faire, juste en mort. étant musclée, alors qu'une femme, effectivement, qui va faire le même sport, va être Mhm. rapidement jugée. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même une inégalité Ah ouais. là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu un calendrier de femmes sportives comme on peut voir pour les rugbyman, là, les dieux du stade? Vous l'avez déjà vu ce calendrier-là Non, où j'ai le pas vu. corps de l'homme est sexualisé, certes, mais c'est mis en valeur. C'est même pas Ouais. sexualisé, non, c'est pas sexualisé, c'est mis en valeur. Ouais. Et les hommes sont valorisés dedans. Une femme, tu peux pas faire ça parce qu'elle va être sexualisée Ouais, directement, ouais. tu vois. Tu verras pas des corps d'haltérophiles féminines dans ce genre de magazine et on dira, punaise, elle est belle, quoi. C'est un Mhm. beau corps. Tu verras pas ça. Aujourd'hui, on en a encore à se battre pour mettre des jupes sans ressentir de gêne, tu Ouais. vois. C'est... Et des jupes. Des jupes. Franchement. On n'en est pas encore... voilà, il y a encore des petits combats, mais ça évolue, hein, vraiment, ça évolue au fur et à mesure du temps. Il y a de plus en plus de jeunes femmes, et comme toi, Amanda, et comme toi, Emma, qui vous battez au quotidien pour justement faire de la sensibilisation, ou alors pour communiquer à travers les réseaux sociaux sur le fait d'oser, de casser les codes, de ne pas répondre forcément aux critères, mais d'être OK avec sa propre féminité. Et de plus en plus, ça arrive, les gens la parole se libère, pardon, sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et énormément de jeunes femmes et même de jeunes hommes prennent la parole par rapport à ça. Donc, les mentalités évoluent, mais dans certains cas, c'est vrai que c'est compliqué. Ce rapport au corps, en tout cas la femme avec son corps, c'est hyper compliqué dans certains cas. Et ça reste pas normal, quoi, que tu sois pas à l'aise avec ton corps ou que tu te prennes, ou que des réflexions d'autrui aient un impact sur ta propre confiance en toi. Ouais. Là, c'est compliqué. Même ça peut impacter des carrières ou des vies. Je pense à Caster Semenya. Ouais. Parce que en fait, elle est extrêmement musclée et qu'elle répond pas au code. Et ben là, vraiment, on a été regarder si c'était une vraie femme. Ou Iman Khelif aussi, la Exactement. boxeuse. Ouais. À qui on veut retirer la médaille. Et puis, on va la retirer. C'est... Non, ils veulent. Ils veulent la Il veut- retirer, il y a- ils veulent retirer Mais sa ça n'a pas médaille. été fait. Elle Ça a n'a- gagné, je crois. Bah, j'espère, j'avoue que j'ai pas Je- suivi cette Ouais, affaire-là, je mais il y savais avait pas. il y avait cette question-là de Ouais, retirer mais il y a sa ce médaille. truc de est-ce que tu es vraiment est-ce que tu es Mm. une vraie femme. Et je trouve qu'il y a aussi une question, on parle là beaucoup de sexisme et tout, mais il y a même des questions à mon sens racistes, parce que tu vois, c'est des femmes qui répondent pas aux stéréotypes de la femme blanche, mince, machin. Vu qu'il y a une Algérienne et une Sud-Africaine, et tout de suite, est-ce que c'est vraiment des femmes, tu vois? Donc il y a cette question-là en plus qui me pose question. Et Vas-y. Oui, non, vas-y. Parce que non, Mais c'est important. Ouais. J'allais dire par rapport à ça, parce que tout à l'heure on disait que les standards dans le monde du sport étaient érigés par rapport à des normes masculines. Mais si on pousse vraiment plus loin, ils sont aussi érigés sur des normes masculines de corps occidentaux. complètement. Et il y a un documentaire sur Arte qui est exceptionnel. Et en fait, on se rend compte que ces deux cas qu'on a cités ne sont pas les seuls. Et on va questionner la féminité de corps, notamment, qui viennent d'Asie et d'Afrique, surtout.
mais on ne questionne pas, au moins peut-être, les corps d'Amérique du Nord ou d'Europe, si on voit plus large. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi de voir, de voyager, de voir plus loin, de poser des questions, de se renseigner. Parce que, comme tu l'as vu toi avec les États-Unis, il y a vraiment un décalage. Et quand nous on évolue dans un milieu aussi dynamique que le sport de haut niveau, et que certains milieux n'évoluent pas, et ben là on se retrouve confronté à des réalités qui sont complètement différentes. Et on va se questionner nous-mêmes, en fait. On va s'en prendre à nous-mêmes au lieu de voir plus large, plus grand et à l'extérieur. Et je sais pas ce que tu voulais dire, du coup, je t'ai coupé. Non, mais déjà, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que le critère aussi qu'on ne prend pas en compte, c'est en fonction des ethnies, enfin, d'où tu viens, de ta culture. Enfin, pas de enfin, je sais pas si on peut dire culture, si on parlait de. Si tu viens tes parents viennent d'Afrique ou tu viens d'Afrique, ou si tu viens d'Asie, d'Amérique. Enfin, en fonction de là où tu viens, ton corps, il est aussi différent et tu vas pas, enfin, il va pas réagir de la même manière aux mêmes choses. Enfin, moi, je me souviens quand, du coup, j'étais dans ce combat de me dire, OK, comment je peux être enfin, avoir un muscle qui est toujours aussi performant, mais plus esthétique aussi. Et je demandais, c'était à mon ostéo que j'avais demandé, et il me disait, OK, bah, dis-moi le physique que tu vas avoir. Après, je lui disais, bah, par exemple, la championne du monde, elle a un physique qui me plaît bien. Et je voyais aussi que c'était un physique qui plaisait à tout À le la monde, du coup, société, à la ouais, société. Du coup, je me disais, bah, est-ce que pour moi c'est possible? Et puis, il me disait, non, mais donne-moi un physique d'une fille noire. Wow. Donne-moi Il est un physique bon. d'une fille noire qui fait ta discipline. Parce que bah, tu ne peux pas te fier à une fille qui n'est pas de la même, qui est pas de la même ethnie que toi, parce qu'elle ne va pas prendre de la même manière et le corps, il est fait différemment, en fait. Elle Donc, vient d'un pays de l'Est, hein, c'est ça, c'est une cette américaine. lanceuse. C'est une C'est une américaine? américaine, ouais. D'accord. Moi, Mais j'étais du coup, à l'époque aussi des pays de l'Est Ouais, encore. non, Ouais, c'est ouais, ouais. Elle ouais. croate, je Ouais, sais Ouais, plus. croate, Ouais, du coup, voilà. c'est plus et voilà. Enfin, Ouais. c'est même enfin, après ça dépend. Enfin, je pense même deux blanches, elles peuvent prendre d'une manière différente Ouais. en fonction d'où elles viennent. Et après, il y a aussi de la génétique, etc. Mais c'est aussi des critères qu'il y a à prendre en compte et regarder et pas se dire, ah ben, enfin, du coup, en Occident, c'est ce physique qui plaît, du coup, je vais essayer à tout prix de rentrer dedans, alors qu'en fait, mon corps et mon ethnie, c'est pas du tout. Enfin, il réagit pas du tout de la même manière, si ça a du sens. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, c'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer, en fait. pas se comparer. Même dans une même discipline, dans un même sport, entre coéquipiers et coéquipières, il ne faut pas se comparer. Parce que voilà, on a tous des corps différents, on vient tous d'endroits différents, et on ne peut pas être pareil. Ouais. Et heureusement, en Et fait, c'est on ça n'est pas qui est pareil. beau. C'est ça qui est beau. Il y a de la variété, il y a un peu de tout. Et Ouais. c'est ce qu'on aime. Mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport aux hommes, je pense qu'en fait, il y a aussi des exigences inatteignables de leur côté. Oui. Et je pense que ça doit aussi créer des complexes différents des nôtres. Mais la différence, bah voilà, ça va être que pour les femmes, il y a vraiment tout un enjeu sociétal plutôt, et hormonal qui rentre en compte. Et cette charge interne dont on a parlé, mais aussi, il y a un peu un effet, on peut appeler ça un effet backlash, ça va être un peu l'équivalent d'un retour de bâton. C'est-à-dire que quand on va transgresser un peu ces normes masculines et essayer de s'imposer dans un milieu en tant que femme, eh ben, on va nous rappeler que on est une femme. Et mais ces remarques-là, c'est ce retour de bâton, qui n'ont rien à voir avec la performance alors que tu viens de faire un record et qu'on te rappelle quand même que ton corps a changé. C'est un peu cet effet-là. C'est clair. Et c'est assez violent. C'est vrai que c'est assez violent. Ou même quand quand tu vas avoir comment dire, une certaine manière de penser ou c'est plus que des croyances, des opinions qui vont être un discours, tu vois, d'égalité femmes-hommes, etc. Et donc, vu que c'était pas forcément la pensée commune, et je trouve que c'était difficile et je pouvais être vue comme, tu vois, la féministe de service et tout, machin, parce que tu avais envie, voilà, juste parce que, je sais pas, j'avais pas envie d'être épilée, impec tous les jours ou de répondre à ce qui était attendu de moi, et tout de suite, tu vois, on va te voir comme quelqu'un
d'extrême ou quoi, alors que pas forcément. Et je trouve que c'est compliqué d'aller contre certaines Ouais. normes qui sont attendues de nous, que ce soit par rapport à ce qui est attendu d'un point de vue physique ou même psychologique, etc. Enfin, c'est pas évident quand tu es dans une norme et quand tu as évolué dans le sport de haut niveau depuis toujours ou quand tu es dans des centres d'entraînement ou dans une équipe. C'est difficile de faire un pas de côté et de pouvoir penser différemment, quoi. Ouais, c'est dingue parce que c'est quand même des gens qui partagent les mêmes choses que toi, Ouais, mais comme quoi tout le monde ne vit pas, ne ressent pas les choses de la même manière, quoi. ouais. Peut-être que effectivement tu étais la seule à te sentir, à sentir ces inégalités ou à te sentir mal. Et effectivement, tu t'es vite en décalage, quoi, par Ouais. rapport à ce groupe. Après, c'est dur aussi de casser les codes, d'aller à contre-courant. Ouais. Il faut s'accrocher. Et en fait, il y a souvent des gens après coup qui se disent, bah, en fait, t'avais peut-être raison. Ouais, Tu vois, une Ouais. fois que c'est ouais. passé, ah, t'avais peut-être raison, mais c'est pas évident parce que tu te soulèves un peu contre une institution, quoi. Ouais, c'est Tu clair. vois, c'est pas seulement contre ton coach, mais c'est contre une institution, contre des mœurs qui sont installées depuis des années, des années, des générations. Enfin, voilà, c'est pas évident d'être une femme Ouais. et d'aller à contre-courant, de ne pas lâcher ses opinions et de ne pas avoir peur d'être seule contre tous, quoi. Peu importe les réflexions qu'on peut se prendre, d'être solide sur ses appuis et d'être bien entouré aussi, je pense, parce que Ouais. en dehors des gens qui n'étaient pas forcément en accord avec toi, peut-être que tu avais à côté des personnes de ton entourage, de ta famille, des amis qui n'étaient pas dans le sport, qui, eux, te soutenaient ou en tout cas t'épaulaient quand tu te retrouvais seule. Ouais, c'est vrai, bah, la famille, les amis, ça compte beaucoup et ça permet aussi avoir un entourage qui est en dehors du Mm. sport. Je trouve que c'est très important. Et tu te rends compte aussi quand tu arrêtes le sport de haut niveau que c'est des personnes qui vont continuer à te donner de la valeur, même si Ouais. même si tu as arrêté. Ou quand tu te blesses, c'est des personnes qui sont toujours là aussi. Et c'est vrai que c'est très important. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes au clair avec votre corps. Là, Emma, c'est vrai que toi, tu es en après-carrière. Tu as eu quand même pas mal de mouvements dans ta carrière, même après. Aujourd'hui, est-ce que tu es au clair pour rester un peu dans le sujet du rapport au corps? Comment tu te sens, toi, dans ton corps? Bah, je me sens mieux. Après, je pense qu'il y a aussi, enfin, c'est très bateau, mais je pense vraiment qu'il y a l'âge aussi. Je pense que plus tu avances et plus t'apprends à te détacher du regard des autres et des injonctions. Euh, Après, je pense que c'est jamais complètement évident. Je sais pas s'il y a une personne, une femme qui pourrait dire Ouais. moi, je suis trop bien dans mon corps 100% du temps, j'adore mon corps. Ça me paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, j'essaye de l'aimer le plus possible. Je les remercie pour tout ce qu'il m'a offert en tant que sportif de haut niveau. Je le remercie aujourd'hui aussi pour tout ce qui est capable de m'offrir, de me faire faire, il est capable de me faire marcher, de me faire ressentir des émotions fortes, d'exister. Et j'essaye de penser à ça. En fait, j'essaye plus de l'habiter et de le considérer comme étant, comment dire, j'allais dire un transport, pas un transport, mais tu vois, quelque chose qui me permet de me mouvoir, d'exister, plutôt que juste comme quelque chose comme étant regardé. D'accord. Je pense que ça me permet d'être la plus apaisée possible. Et toi, Amanda, alors, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que là, tu es encore jeune, tu vas avoir une carrière, on te le souhaite encore très longue. Donc, ce corps, tu vas le garder, on te le souhaite encore une fois longtemps. Comment tu le vis? Est-ce que, avec ce que tu as vécu aux États-Unis et ici, tu l'appréhendes mieux, peut-être? Oui, enfin, je pense que je l'appréhende mieux et enfin, du coup, ça m'a permis un petit peu de voir que, entre guillemets, c'était pas moi le problème, c'était peut-être l'endroit où j'étais et les mentalités qui ont été construites depuis des années. Et juste d'avancer avec ça et de me dire, dans tous les cas, peu importe les remarques que je me prendrais, c'est la culture qui veut ça, c'est le système qui veut ça, et vraiment de m'en détacher à ce niveau-là. Il y aura forcément, comme tu le dis, des périodes plus faciles et des plus difficiles, des périodes où ça t'impacte plus et d'autres moins.
Mais je pense que ouais, ce sera un combat de tous les jours de, de s'approprier son corps et de l'accepter comme il est. Parce que c'est celui qui nous permet de vivre, d'avancer, de vivre des bons moments, etc. Et je pense que, enfin, c'est ce que je disais la dernière fois sur les réseaux sociaux. Il y avait une question qui m'était venue sur une lanceuse, une jeune lanceuse qui Mhm. venait de commencer, qui me demandait si ça a été difficile pour moi au début d'accepter d'être une lanceuse Mhm. à cause justement des stéréotypes qu'on a dessus. Et en fait, je lui disais que, en fait, avec tout ce que ça m'apporte comme joie, comme bon moment, comme moment humain et qui me rendent vraiment heureuse, je vais pas laisser qui que ce soit me dicter comment je dois me sentir et co- comment si je dois, enfin, comment m'accepter, quoi. Mhm. Donc, voilà. C'est beau. Ouais. Oh là C'est là. beau, c'est beau. J'allais vous demander si vous avez un dernier message. Ton message est très beau, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un message à faire passer, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui te semble important de partager? Ben, moi, je pense que ce serait juste pour, de manière générale, de vraiment communiquer de la positivité partout autour de vous. Si, il y a des remarques qui n'ont pas besoin d'être dites, il y a des choses il y a des vérités, toute vérité n'est pas bonne à dire, Mhm. comme on dit. Et je pense que il y a aussi d'autres, enfin, vous pouvez toujours trouver quelque chose de positif à dire sur quelqu'un. Et même si pour vous, ce sera seulement une phrase, la personne en face, ça peut refaire sa journée, ça peut Mhm. refaire sa vie, ou ça peut aussi la détruire Ouais. dans l'autre sens. Donc vraiment, choisir ses mots et communiquer de la positivité, je dirais, de Ok, manière générale. merci beaucoup. Emma, est-ce que tu as quelque chose toi, à rajouter? Ouais, moi je pense aussi beaucoup aux femmes qui portent le voile dans le sport. Donc ça, pareil, c'est un très vaste Mm. sujet, mais j'ai envie de leur adresser vraiment tout mon soutien parce que c'est pas évident dans l'époque dans laquelle on vit. C'est des femmes qui décident voilà, de s'approprier leur corps aussi, de s'habiller d'une certaine manière et c'est encore très peu accepté. C'est même de plus en plus interdit dans certaines institutions sportives françaises. Et je suis voilà, de tout cœur avec elles. Pardon, je les trouve extrêmement Mm. courageuses et j'aimerais qu'elles puissent vivre leur sport, vivre leur carrière comme elles l'entendent. Et voilà, petit clin d'œil pour elles. Bah, merci Ah. beaucoup. Si tu me le permets, Emma, j'aimerais juste rappeler il y a quelques années, tu as enregistré un documentaire et je trouve ça hyper important de le dire maintenant parce que c'est en lien indirect ou pas Mm. avec notre sujet d'aujourd'hui. Il est encore disponible sur YouTube, YouTube, ouais, donc il s'appelle Suite, c'est ça. où tu peux nous en parler Ouais, brièvement? c'est 5 athlètes qui témoignent des violences sexistes et sexuelles qu'elles ont vécues dans le monde de l'athlète. Ça, pareil, on aurait pu en discuter parce que c'est un rapport direct Mm. avec le corps et avec les abus qu'il peut subir. Et donc, ces 5 athlètes extrêmement courageuses qui décident de parler de ce qu'elles ont vécu, des violences psychologiques, physiques, en plus des violences sexuelles qui peuvent survenir dans le sport. Donc, il est en libre accès sur YouTube. Il y a possibilité d'aller le voir pour se renseigner. Et j'encourage un maximum d'athlètes, ou même de coachs, de personnes dans l'environnement sportif à se Mm. renseigner sur ce sujet pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui peuvent Mm. traverser tout ça. Exactement. Merci beaucoup. Bah, du coup, si en lien avec ce que tu dis, voilà, si vous êtes en contact avec une personne qui est dans le besoin, si vous-même êtes dans le besoin, il y a des organismes, il y a des numéros, il y a des gens à contacter. Donc voilà, n'hésitez pas, vous n'êtes absolument pas seul et des professionnels pourront vous aiguiller au mieux et vous accompagner. Bah, finalement, on l'aura vu tout au long de cet épisode. Le corps est le reflet de qui on est. C'est un peu notre identité. Il dit de nous d'où l'on vient, quel sport on fait. Et au travers de toutes ces exigences inatteignables, autant les unes que les autres, sociales, sportives, sociétales, on a essayé de savoir un peu comment faire pour se réapproprier ce corps. Et donc,
pour répondre un peu grossièrement à ça, pour résumer, oui, il y a des corps différents, oui, il y a des morphologies différentes, oui, elles se valent toutes autant les unes que les autres, et non, vos exigences ne valent pas plus que les miennes. Autrement dit, mon corps, mon choix. Ah, on adore. Bon, on vous remercie en tout cas, Amanda, Emma. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé vos vies, vos ressentis. C'est hyper inspirant. On espère que ça aura plu, que ça vous aura plu. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Quand je lève les yeux vers le ciel, je me rends compte de toutes ces merveilles que je vis au quotidien. J'ai tellement de chance que je ne changerai rien. Voyager à travers le monde et vivre de sa passion, en profitant de chaque seconde, tout en relâchant la pression. Je prends le temps de vivre